croyais que la France va tenir, que les Alliés vont se tenir. Alors mes parents, voulant me sauver, m'ont envoyé devant les lois raciales et en voyant que la guerre va aller vers la Hongrie et vers la Russie plus tard, m'ont envoyé en France. La France, c'était le pays qui m'avait accueilli et qui a accueilli toute ma famille au moment où je ne pouvais plus rester en Hongrie normalement. Mon père était anti-nazi. Il avait déjà été arrêté par les nazis quelques semaines après l'arrivée d'Hitler au pouvoir en mars 1933. En tant que juifs, nous avions eu contact pour savoir ce qu'était l'occupation allemande avec les juifs qui venaient d'Allemagne. Imre Bauds est né en Hongrie. Il est venu faire des études en France en 1939. Il devient résistant sous le nom de Pierre. Jakob Szmulewicz est arrivé de Pologne avec sa famille en 1931. Dans la résistance, il sera Jaco. Il a alors 19 ans. André Katz est né en Hongrie. Il est arrivé en France en 1938. Il passe à la lutte armée alors qu'il a à peine 18 ans, sous le nom de Gaston. Herbert Hertz a fui l'Allemagne nazie avec sa famille en 1934. Son nom de guerre sera Raoul. Hélène Weizmann est née en Belgique de parents juifs polonais. Pour ses camarades de résistance, elle s'appelle Nelly. C'est à Grenoble qu'ils s'engagent tous les 5, à la fin de l'été 1943, dans les rangs du détachement Liberté, unité qui fait partie des FTP-MOI, les francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée. Ayant failli être arrêté à 2 reprises en 1942 et 1943, je suis venu l'été 1943 à Grenoble, car c'était en zone occupée par les Italiens et les Juifs y couraient moins de risques. À Grenoble, j'ai trouvé du travail, une pension et des amis aux auberges de la jeunesse. C'était comme une deuxième famille. J'ai fait des sorties et je me souviens d'une sortie au lac d'Aiguelette. On y allait à vélo. Et au retour, un camarade est venu rouler à côté de moi et s'est mis à me parler, me disant « Ne crois-tu pas qu'il ne faut pas se laisser faire, qu'il faut se battre contre les Allemands et leurs collaborateurs ?» Bref, il a senti en moi quelqu'un qui voulait s'engager et c'est ainsi que j'ai été recruté par Charles Wohlmark, c'était son nom, un jeune communiste. J'ai été recruté d'abord pour la jeunesse communiste et quelques semaines plus tard, on m'a fait passer aux FTP. Je quitte Toulouse pour échapper aux persécutions raciales et je vais à Grenoble, qui est dans la zone qui est occupée par les Italiens, censés être moins féroces que les Allemands. Mais très vite, j'arrive à la conclusion que je ne peux pas continuer à vivre sous ma véritable identité. Je cherche donc à me procurer des pièces d'identité à un autre nom et c'est quelqu'un, un parent, qui me procure une fausse carte d'identité en me disant que c'est la résistance qui me la donne. Comme je ne voulais pas accepter un cadeau gratuit, je décide d'entrer dans la résistance. Quand j'ai voulu rentrer dans la résistance armée, on m'a donné un lieu de rendez-vous pour prendre le contact. C'était ici, à l'angle de la rue Condorcet, de la rue Thiers, où on devait se retrouver. Comme signe de reconnaissance, j'avais un journal sous les bras, le Gringoire et une cigarette entre les lèvres. Tout d'un coup, un jeune homme s'approche et me dit le mot de passe. Où est la rue de la Liberté? J'ai répondu, elle est en construction. Le contact était établi. Pensant que ça ne suffisait pas que de faire des écriteaux,
ou distribuer des tracts ou coller des affiches. J'ai demandé à rentrer dans un corps armé. C'est comme ça que j'ai été appelée à rentrer dans les FTP et MOI. Je suis rentré dans les FTP, je voulais me battre contre les Allemands, mais je n'étais pas du tout politisé. Et parmi le groupe, nous étions plusieurs dans cette situation. À côté de ça, nous avions un copain qui s'appelait Raphaël, qui était quand même beaucoup plus âgé que nous. Hein. Nous étions des petits gars de 20 ans. Lui, c'était déjà un homme de plus de 40 ans. Et il avait quitté l'Italie parce qu'il a descendu dès l'avènement du fasciste, un Italien fasciste, il a été obligé de partir. Et il est parti en Union soviétique. Et puis de l'Union soviétique, il a fait la guerre d'Espagne, il a été interné, et puis il a rejoint les FTP. Et Raphaël, quand nous étions à une action comme un chemin de fer, dans le chemin de retraite, quand on prenait le chemin de retraite, il nous faisait des causeries ou des conférences. Il nous parlait de la plus-value, du capital, de la lutte des classes. Et c'est par lui que j'ai commencé à prendre conscience de ce qu'était le communisme. Je pense qu'il y avait autant de copains espagnols, autant de copains italiens, autant de copains polonais. Moi, j'ai eu des contacts avec tout le monde. C'est pour ça que je peux pas spécialement dire, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de combattants juifs. Mais on ne peut pas dire que la MOI était faite que de juifs, c'est pas vrai. La MOI, pour moi, c'est international. Vraiment. Ah ouais. Bandiera rossa la trionfera, et vive le communisme et la libertà. Ils sont une trentaine. Ils ont entre 18 et 25 ans. Ils constituent le détachement Liberté. À la fin de l'hiver 43-44, Raoul occupe les fonctions de responsable technique du détachement et fait à ce titre de fréquents séjours au dépôt d'armes et de munitions. Tous les jours, je venais travailler ici, comme un poste fixe, comme quelqu'un qui travaille dans un atelier. J'allais arriver le matin, rentrer à midi dans ma petite pension de famille, revenir jusqu'au soir. Je passais mes journées à entretenir le matériel, quelquefois fabriquer des bombes. Il m'est arrivé de passer une nuit entière à fabriquer des bombes qu'on devait remettre aux camarades des détachements qui partaient à l'action le lendemain. Il fallait que le matériel soit prêt. La fonction du technicien du détachement était de porter les armes. Je partais donc ici avec une demi-douzaine de revolvers, une mitraillette dans un sac à dos, plus les bombes s'ils partaient pour une action de sabotage. On avait rendez-vous à tel endroit en ville et je remettais le matériel aux techniciens du groupe concerné. Et je revenais ici. Mon plus grand souvenir, c'est même pas de fabriquer des armes, c'est qu'un jour des copains ont fait une action, ils étaient habillés en allemand et on a entendu soudain les bottes monter les escaliers. On s'est dit, ça y est, quelqu'un nous a mouchardés et on s'apprêtait, je ne me rappelle plus qui était là, on s'apprêtait, on avait tous attrapé une arme quelconque. Finalement, je ne sais plus quels étaient, deux copains, ils ont frappé, parce qu'on avait un signe, je ne vous dirai pas lequel, je ne m'en souviens pas, mais ils ont frappé, on a entrouvert la porte, on a vu, on a failli se trouver mal. Ça a été vraiment comment dirais-je, on a été vraiment remués. Ça, c'est un souvenir qui m'est resté, vraiment. Je m'étonne encore aujourd'hui comment ce local n'est pas tombé, comme nous disions. Il y avait un tel trafic. On montait les vélos, on descendait les vélos, on recevait des filles qui arrivaient avec des sacs lourdement chargés, on repartait pour distribuer du matériel, des allées et venues, de moi en particulier perpétuelles, personne n'a bougé. Nous n'avons pas été dénoncés. Je tire mon chapeau aux gens du voisinage. Je crois qu'ils se doutaient bien de quelque chose. Jusqu'au bout, ce dépôt a été celui du détachement Liberté. Monter et démonter une arme, c'est une chose qu'on savait faire parce que ça ne demandait pas de munitions. Mais en fait, le seul entraînement militaire réel avec une balle que j'ai eu avant de passer à l'action a consisté à tirer sur une feuille de journal plaquée sur un arbre avec un pistolet plus petit que celui-là. Après quoi, on m'a dit, maintenant tu vas descendre un officier allemand.
Nous sommes ici devant le magasin Danny, qui portait le même nom, mais était un magasin de fourrure dans le temps. C'est ici qu'était veilleur de nuit le chef de notre renseignement, Philippe Lefort, et qui a observé que de la Gestapo, qui était 3 maisons plus loin, sortait chaque soir un officier allemand, prenait la rue Thiers et rentrait dans un restaurant qui s'appelait Rescargot pour prendre le dîner. Le 16 décembre, un peu avant l'heure à laquelle l'officier allemand devait arriver au restaurant, nous nous trouvions sur le lieu, vers les 8 heures du soir. L'Allemand est arrivé avec un peu de retard. Il est entré au restaurant, il a commencé à dîner et nous pouvions le voir à travers les vitres. Nous attendions qu'il finisse de manger et il tardait à sortir. Sa durée, c'était quelque chose d'interminable. Il avait du retard. Finalement, enfin, l'officier est sorti. Exécuter quelqu'un, c'est pas la même chose que faire sauter une usine. Pas au point de vue de risque, parce que faire sauter une usine ou faire dérailler un train, ça comporte presque les mêmes risques, ou je peux le dire même des fois des risques supérieurs à une exécution. Mais tout de même, j'ai jamais tiré dans ma vie sur quelqu'un. Il n'est jamais venu à l'idée de tuer quelqu'un. Même, j'aurais pas pu tuer un animal, pas un homme. Ce n'était pas facile de voir un homme qui, à ce moment-là, redevenait, au moment de mourir, était un homme. Et c'est tout. C'était pas facile. Parce qu'il n'était plus nazi à ce moment-là. On n'était pas des tueurs, dans ce sens. On combattait avec armes à la main l'ennemi. En janvier 1944, une troupe allemande de plusieurs centaines d'hommes marchait tous les matins le long de ce quai, venant des casernes du centre-ville pour aller faire de l'exercice au polygone d'artillerie là-bas. J'habitais à proximité. Tous les matins, je les entendais chanter. Je suis venu ici à l'observation car je voulais monter un coup. J'étais technicien du détachement. Un jour, j'ai vu arriver au dépôt des détonateurs électriques. C'était le 31 janvier. Arrivé à 5h30 du matin, il faisait encore nuit. Nous étions deux. Mon camarade Eugène Saccard, un Français parmi tant d'étrangers, Léon pour nous, a installé un chapelet de bombes derrière les planches d'une baraque qui se trouvait à la place de ce bâtiment. Tandis que moi, j'ai installé des bombes là-bas, dans une bouche d'égout. Et ensuite, nous avons connecté les fils, tout reliés ensemble, et déroulé 2 fils électriques jusqu'à la petite place au bout de cette rue. L'installation nous a bien pris 2 heures. Vers 8 heures du matin, nous avons vu et entendu les Allemands arriver. Ils se sont engagés sur le quai. Nous sommes vite venus ici sur cette place. Mon camarade Léon s'est mis à côté de moi en observation. Lorsque les Allemands étaient bien engagés en face de cette rue, il m'a dit « vas-y ». J'ai fait le contact et aussitôt, un grand nuage de fumée au bout de la rue, des cris de douleur. Nous avons compris que l'action avait réussi. Et j'ai eu le sentiment ce jour-là d'avoir vengé mon frère déporté. Notre groupe, le premier groupe de Raymond, a reçu l'ordre de faire arrêter la production de cette usine qui travaillait pour la machine de guerre allemande, fabriquait des pièces pour les chemins de fer allemands. En outre, on nous a averti que le patron de cette usine était un collaborateur qui dénonçait les ouvriers qui ne travaillaient pas assez bien ou qui soupçonnaient de saboter la production,
dénoncer à la Gestapo pour les faire amener en Allemagne en service de travail obligatoire. C'était l'hiver, hein, c'était au mois de décembre. Et nous étions très très mal habillés, nous n'avions pas tellement de vêtements chauds. Alors j'avais une petite veste, peut-être un tout petit pull, et puis on m'a installé dans ce coin de rue et je devais protéger la rue pour prévenir toute intervention des forces de l'ordre ou des Allemands. Et j'étais seul dans mon coin, avec la peur, le froid. Alors je grelottais et je marchais un petit pas et j'avais la chair de poule. Et c'est long hein, d'attendre dehors que l'action se termine à l'intérieur. On a prié les ouvriers de se rassembler dans un atelier et on est allé au boulot, placer les explosifs sous les machines. On a constaté également que le patron se trouvait dans les bureaux de l'usine. On l'a arrêté et mené à part. Donc, on va l'exécuter et effectivement, l'un de nous l'a tué. Je me souviens avoir vu cet homme par terre. Après quoi, nous avons allumé les mèches et nous sommes sortis par où nous étions entrés à pied et nous nous sommes dispersés dans le quartier et chacun est rentré. Pour faire dérailler les trains, on n'avait pas d'explosifs, on n'employait pas d'explosifs mais des moyens rudimentaires. On déboulonne sur 10 mètres environ. Ensuite, on ripe le rail vers l'intérieur et on le bloque au moyen d'un tire-fond. Et maintenant, un train qui vient de derrière moi doit dérailler à coup sûr. Lorsque l'équipe a accompli ce travail, elle quitte la voie pour se planquer dans une de ces baraques derrière moi pour pouvoir observer le résultat du sabotage. On était tranquilles, tous les 6 du groupe, et tout d'un coup, un copain commence à crier « Attention, je vois les GMR qui nous encerclent ». Mon cousin saisit la mitraillette qu'il avait, il se met à tirer dessus, sur les GMR, qui se couchent. Et nous, les autres, prenons le revolver et tirons. Mais comme on a vu qu'ils nous encerclent, il n'y avait pas d'autre chose à faire, on se retournait et on a essayé de se sauver dans cette direction. En nous planquant autant que nous pouvions, et tout en continuant à tirer, à chacun de nos tirs, les GMR se couchaient par terre alors qu'ils ne risquaient vraiment pas grand-chose. Nous réussissons à partir dans la montagne, mais mon cousin est blessé. Il est blessé à la main, probablement les GMR se sont aperçus que c'était lui qui tirait, et ils essayaient de le toucher plus particulièrement. On a passé la nuit dans un étable avec les vaches et le lendemain, on est rentré à Grenoble. Mon cousin reçoit les premiers soins et est envoyé à Lyon, muté immédiatement. Quelques jours après, par précaution, on me mute également à Lyon pour que la police ne risque pas de remonter jusqu'à moi. Il ne faut pas imaginer que dans la résistance, on résistait du matin au soir. Il y avait des jours creux où il n'y avait pas d'action, il fallait passer son temps. Et c'est à ce moment-là que la solitude, qui était peut-être la plus pesante qu'on sentait quand on n'était pas avec les copains, quand on ne faisait pas une action de résistance. Il fallait remplir cette solitude avec quelque chose. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Se promener, aller au cinéma, aller dans un restaurant. Mais s'il n'y avait pas d'action, ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de danger. Donc il fallait regarder s'il n'y a pas un rafle qui se prépare, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous suit, parce qu'il est possible qu'on était déjà sur mes traces. Donc chaque pas, il fallait être vigilant, regarder de derrière, de droite, connaître les passages de la ville. Maintenant, les règles de la conspiration ont interdit tout contact extérieur et même intérieur, c'est-à-dire avec le copain, en dehors des actions. On n'a pas toujours observé ces consignes. Il est arrivé, par exemple, qu'on avait très envie de voir quelqu'un, de parler avec quelqu'un, parce qu'on ne tenait plus. Alors, moi, par exemple, je faisais, pas souvent, mais c'est arrivé, que j'ai acheté 2 billets au cinéma
au dernier rang. Je jetais l'un des billets dans la boîte postale du copain que je voulais voir. Il a compris. Il est venu, on s'est assis au dernier rang et on a bavardé, on a parlé un petit peu. C'est au cinéma que je retrouvais assez souvent ma maman. Quand je dis souvent, c'était lorsque j'étais à Grenoble, c'était à peu près parce que je m'absentais souvent. Tous les 15 jours, j'envoyais un petit mot et nous nous donnions rendez-vous au cinéma avec des signals de tel rang à tel rang, dans tel ou tel cinéma. Et quand nous nous retrouvions toutes les deux, nous nous touchions la main et nous restions pendant toute la séance du cinéma, la main dans la main. Maman me dit « Oh, t'as grossi, t'as maigri, t'as pas bonne mine ». Elle voyait rien du tout, mais c'était son idée à elle. Qu'est-ce que t'as fait comme travail? Où c'est que t'en es? Et moi, j'avais pas le droit de dire ce que je faisais. Alors, je racontais n'importe quoi, bien sûr, parce que je voulais pas qu'elle ait du chagrin. Elle-même avait tellement peur qu'il m'arrive tellement de choses. Ah, elle dit, t'es là, je suis contente. Et puis bon, voilà, ça a été terrible pour elle aussi, hein. Moi, je me rendais pas tellement compte, comme quand on est jeune, on se rend pas compte ni du danger, ni du chagrin qu'on peut faire. Lorsque la guerre se termine, ces combattants d'origine étrangère ont le choix entre deux solutions. Le retour dans leur pays d'origine ou l'intégration dans la société française. Nelly vit aujourd'hui dans le Var. Elle n'est jamais repartie en Pologne. J'ai décliné cette offre gentiment parce que je n'avais aucune attache, d'abord, aucune éducation. Moi, je suis allée en classe ici jusqu'au brevet. Je n'avais aucune éducation polonaise, je connaissais même pas la langue. Et puis ça ne m'incitait pas du tout à partir. En premier lieu, d'abord ça. Et puis ensuite, je n'avais pas une très bonne opinion des Polonais. Et j'ai été contacté par des camarades communistes allemands qui m'ont écrit, des gars, mes aînés, que j'avais connus, et qui, eux, s'apprêtaient à rentrer en Allemagne et qui m'incitaient à faire comme eux pour aller construire le socialisme. Mais j'avais définitivement rompu avec l'Allemagne. Ma famille était ici. Il n'était pas question pour moi de quitter la France à ce moment-là. Raoul n'est jamais reparti en Allemagne. Il habite aujourd'hui à Genève. Pierre, lui, vit à Budapest, où il est rentré dès 1945. Pour faire le socialisme. C'est-à-dire, plus exactement, on savait que pour commencer, il faut établir un État démocratique et libre. C'est ce qu'on croyait. Et dans le but de transformer cette société peu à peu en une société socialiste. J'avais effectivement la solution de partir en Hongrie. On manquait de cash et aussi militer au mouvement pour l'indépendance hongroise. Mais finalement, j'avais une culture française qui me retenait ici et j'ai opté pour rester en France. Et donc, après les cours de dessin industriel, j'ai commencé à travailler dans des bureaux d'études. Gaston vit aujourd'hui en région parisienne, comme Jaco, qui, lui, a eu quelques difficultés à devenir français. J'ai reçu un beau jour un refus pour ma naturalisation. Alors je me suis dit, ils veulent pas de moi qui ai fait l'armée française, moi qui ai reçu déjà la croix de guerre, ils veulent pas de moi, bien je ne deviendrai pas français. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Je crois que pour beaucoup de mes amis, et pour moi aussi, elle arrive bien tard, mais c'est la reconnaissance que les étrangers se sont bien battus et elle rejaillit sur tous mes amis qui ne l'ont pas encore et qui le méritent autant que moi.
Villeurbanne est située dans la proche banlieue de Lyon, où se sont organisées les principales forces de la résistance. En août 1944, les Alliés avancent en Normandie et débarquent en Provence. Dans la région lyonnaise, la répression nazie a été particulièrement féroce. Les Murs, mouvement uni de résistance, et les FTPF, francs-tireurs et partisans français, ont subi de sérieux revers. Restent les FTP-MOI, francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, qui constituent l'unité Carmagnole. Étrangers pour la plupart, ils sont à peu près les seuls à pouvoir encore se battre dans les rues de Lyon et de sa banlieue. Beaucoup y trouveront la mort. Les FTP-MOI se sont par ailleurs dotés d'un maquis qui opère dans les monts du Lyonnais. C'est là que se bat Pierre Ferrat. Fils d'immigrés espagnols, il a alors 21 ans. Jean Otavi, d'origine corse, a rejoint les FTP-MOI à Nice avant d'être muté à Marseille, puis à Lyon. Jacob Szmulewicz, né en Pologne, arrive de Grenoble où il a combattu dans les rangs du détachement Liberté. Jean Lamberger est né à Varsovie. Il a tout juste 19 ans quand il est affecté au FTP-MOI. Henri Kricher est né en Allemagne de parents juifs polonais. En août 1944, il est responsable des détachements urbains de Carmagnole. Bernard Koutas, né en Pologne, participe à l'insurrection de Villeurbanne avec les groupes de combat de l'Union de la jeunesse juive, l'UJJ. Depuis quelque temps, les relations de Carmagnole avec les groupes de combat de l'UJJ se sont améliorées. On faisait énormément d'actions ensemble et surtout, ils nous donnaient des renseignements. Oui, et c'est Jojo, le plus petit des groupes de combat, le plus jeune, qui s'est introduit dans la cour du groupe Édouard Herriot et qui nous signale que les GMR sont là, complètement désœuvrés et errent dans tous les sens. Notre objectif, c'est d'investir la caserne de GMR, de les neutraliser et de récupérer les armes. Nous sommes une soixantaine. Une quarantaine reste dehors en protection avec des armes de poing. Une vingtaine rentre à l'intérieur sous la conduite d'André. Nous rentrons dans la cour. Mes hommes rassemblent les GMR qui traînent qui à droite et à gauche. Et immédiatement, je les convainc de choisir la résistance. Moi, je suis ici. J'ai pour tâche d'assurer la protection. Je ne dois laisser ni entrer ni sortir personne. Après le discours que j'ai fait aux GMR pour les inciter à passer à la résistance, ceux-ci me disent d'aller voir le capitaine, n'est-ce pas, chef du groupement, et de lui parler. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, je ne sais pas ce qui peut arriver d'extérieur. Avec nos armes de poing, nous sommes bien fragiles et j'ai les genoux qui tremblent. On discute, je lui donne les raisons. La chance qu'il a de trouver la résistance sur son chemin, il peut effacer toutes les saloperies qu'il a fait maintenant. Il tombe d'accord avec moi et nous nous donnons rendez-vous 2 jours plus tard. L'opération est réussie. Je suis content parce que nous avons trouvé des armes et parmi ces armes, 2 Thompson américaines, des fusils mitrailleurs extraordinaires. Et je suis content aussi parce que 34 GMR sur la quantité de GMR ont accepté de monter au maquis. Nous prenons les camions. Nous passons la ville, nous arriverons au maquis, mais le maquis s'est déplacé et nous avons du mal à le retrouver. Qu'ils aient du mal à nous trouver, cela serait plutôt réjouissant. Cela révèle que notre maquis relevait d'un bon choix géographique. On y accédait par une route difficile, tortueuse, malaisée à souhait, et nous avions un bon observatoire pour repérer tout ce qui pouvait se passer dans la plaine. La plaine, nous avions d'ailleurs des amis qui se trouvaient dans le petit village de La Palue, au pied du col. Alors tu vois, dans le maquis, quand il pleuvait, on se mouillait jusqu'aux os, parce que ce n'est pas les cabanes en branches qu'on fabriquait la veille ou 2 jours avant qui pouvaient nous protéger des orages et de la pluie. En plus, on avait faim. On se nourrissait de pain de confiture, exceptionnellement quand il y avait une réquisition d'un veau chez un paysan, où là on pouvait manger de la viande. L'implantation du maquis répondait à 3 objectifs bien précis.
recevoir les jeunes gens qui fuiraient l'oppression allemande, accueillir nos camarades qui se battaient incessamment en ville et qui avaient besoin de relaxation et d'une aire de repos, et préparer aussi une série de raids qui nous permettraient de nous imposer sur tous les villages d'alentour. Alors parmi toutes les actions effectuées par le maquis, nous avons un autre actif, le sabotage de la gare de Lausanne. Nous sommes arrivés 18 résistants vers 21 h. Un petit groupe a pénétré à l'intérieur de la gare, a neutralisé le garde. Un deuxième groupe est resté à l'extérieur comme protection et le groupe des saboteurs est rentré pour accomplir sa mission. Ce groupe a placé donc tous les explosifs dans tous les points stratégiques, c'est-à-dire les aiguillages, la signalisation, quelques voies ferrées. Et quand tout a été accompli, le groupe de sabotage est venu trouver Roman, qui commandait donc l'expédition, et dit « tout est prêt ». Alors, on a donc écrasé les détonateurs, hein, c'était des crayons. Et puis quand tout a sauté, nous avons fait un repli pour rejoindre le maquis, notre mission étant accomplie. Le 14 juillet au matin, les maquisards qui se trouvaient là-haut, au col de la Croix du Banc, sont descendus en 2 groupes à travers les bois de Malatray pour occuper ce village de Saint-Pierre-la-Palue. L'objectif premier de l'opération était de nous emparer et de la mairie et des bureaux de poste de manière à mettre sous notre contrôle tous les moyens de communication de l'exploser ce village. Nos camarades occupaient également les entrées de la ville. Alors nous avons rassemblé nos maquisards, qui étaient environ une 60aine, avons remonté la grande rue de ce petit village et nous sommes rassemblés devant le monument aux morts qui se trouve là, à 2 pas. Nous avons observé une minute de silence que nous avons conclu par que nos camarades ont conclu par un retentissant « Vive la France » qui a fait monter des larmes aux yeux de tous les participants. L'objet de cette manifestation était de marquer la fragilité nouvelle de la Wehrmacht, c'était de marquer ce jour qui était pour nous très important, un jour que le gouvernement de Vichy s'efforçait d'évacuer de nos mémoires de manière à effacer encore un peu plus les valeurs de la République. Alors au maquis, il y avait des résistants en permanence. Les copains de la ville montaient au maquis quand ils étaient blessés ou très fatigués, et une fois qu'ils étaient rétablis, ils redescendaient en ville participer au combat. Le 24 août à 7 h du matin, je suis rue Santé avec mon détachement. J'en ai reçu l'ordre la veille, quoi. J'y retrouve Créchière qui met en place les 40 combattants de notre groupe et la trentaine de camarades des sections de combat juives. Nous, en tant que groupe de combat de l'Union de la jeunesse juive de Lyon, nous avions les contacts avec l'AS, l'armée secrète, et également le MUR, le mouvement unifié de la résistance. Nous recevons l'information qu'une partie de la police de ce garage est prête à nous remettre les voitures de la police pour que nous puissions aller délivrer les camarades emprisonnés. Ce n'était pas notre travail, nous transmettons cette information au bataillon Carmagnole. Parce que l'objectif de cette action, c'était avant toute chose de libérer les copains. Pour nous, un copain qui était en prison, c'était d'abord un copain qui était mort, et perdre un copain, c'était le plus grand drame. On est là un certain nombre, je ne sais même pas combien on est 80, on est 60. Et tout le monde est fébrile, tout le monde est joyeux, c'est une ambiance assez extraordinaire. Et puis tous ces gars qui d'habitude travaillent par groupe de 2 ou 3, ici ils sont tous ensemble, tout le monde aboie des ordres, couche-toi, mets-toi là, je t'ai pas dit de rester là, va-t'en. D'abord, nous avions tous des brassards, nous avions passé la nuit à faire des brassards FTPF, nous avions nos armes à l'extérieur, et c'était se battre à visage découvert. Alors, d'un seul coup, un bruit se répand. Les copains ont été libérés. On est content, on commence à se détendre. Et d'un seul coup, on entend une rafale de mitrailleuses. Qu'est-ce qui se passe? À peine le temps de réfléchir. S'il y a une rafale de mitrailleuses, c'est que nous sommes attaqués. Une deuxième rafale de mitrailleuses. Je suis à un coin de la rue, j'observe, et j'observe surtout le camarade qui est en charge de fusil mitrailleur, la seule arme automatique du groupe. Il semble incapable de trouver une bonne ligne de tir, incapable de riposter au tir des Allemands. Je me précipite furieux, et au moment où je me penche pour prendre en main l'arme et essayer, moi, d'ajuster le tir, que je reçois une balle explosive
je fais un pas en arrière, je tombe dans le bras de mes copains et la bataille s'arrête pour moi ce jour-là. Serge, qui commande le groupe, donne l'ordre de se porter là où il y a eu l'incident. Et on voit qu'on transporte un copain, il y a des gens qui gueulent « Bonjour Édouard !» Et Serge donne l'ordre de 3 colonnes, de partir sur 3 colonnes, et j'accompagne Serge, et on se dirige vers le boulevard de l'Hippodrome, où on voit quelques uniformes vert de gris là-bas, et on commence à tirailler. On avance, on fait à peu près une centaine de mètres, et à ce moment-là arrivent 2 blindés. Serge dit « Dispersion !» et on part tous par les rues perpendiculaires, en se repliant. Nous avançons vers Villeurbanne. Et tout d'un coup, nous arrivons dans des petites rues, bordées de maisons, d'où apparaissent des drapeaux. Les gens sont là, sortent, nous applaudissent, nous font d'ailleurs un brin de conduite, et chacun, n'est-ce pas, crie « Vive la libération, vive la résistance !» Ils ne se rendaient pas compte quand même, tous ces gens-là, qu'on était en train de se replier pour rechercher une position plus sûre, et elles nous embrassaient, les femmes surtout, et on était dans un état extraordinaire. On arrive sur la place de l'Hôtel de Ville. Les gens nous attendent. Les ouvriers se sont mis en grève. Des milices patriotiques sont là. Ils nous demandent des armes. Des armes, on n'en a pas pour nous-mêmes. On n'en a pas assez. De plus en plus, le monde autour s'amasse. Il y a des gens de partout. Il y a comme un air de liberté. Il y a des cris. Vive la France! Vive la liberté! Dehors les boches! Nous sommes littéralement poussés à l'intérieur de la mairie. Nous ne pouvons plus faire autrement que de l'occuper et chasser les collaborateurs. André et quelques camarades de tête entrent à l'intérieur du bâtiment. Je suis rentré dans cette salle où était réuni le conseil municipal. Dehors, il y avait des vociférations, il y avait des bruits de toutes sortes demandant qu'on arrête ces gens-là. Moi, je leur ai dit simplement, votre temps est terminé, vous rentrez chez vous, et ils ne se sont pas fait prier. À ce moment-là, c'est moi qui ai repris le porte-voix. Témoignage de Philippe Daudy. Pendant plus d'1 heure, je me suis égosillé à supplier la foule de se disperser, en leur disant qu'une attaque allemande ou un bombardement de la place causerait des centaines de victimes. Mais je me suis heurté à un extraordinaire phénomène de refus. S'il y a quelque chose qui peut s'appeler un climat insurrectionnel, c'est bien ça. Je ne me sens pas à l'aise, j'ai plutôt une angoisse qui m'habite et j'ai hâte de rencontrer le fort, lui qui m'avait demandé d'aller délivrer des prisonniers des prisonniers politiques et à qui je vais présenter une mini-insurrection. Georges Grunfeld, dit Lefort, est commandant interrégional des FTP-MOI du Rhône et de l'Isère. Contacté par André, il transfère immédiatement son PC à l'hôtel de ville de Villeurbanne et assume, avec un état-major qu'il constitue, la direction de l'insurrection. Je suis là, debout avec ma stène sur le ventre. Les chefs discutent à l'intérieur. On ne sait pas où sont les Allemands. Il y a du monde partout. On nous presse de plus en plus. Ils veulent l'insurrection, comme à Paris. Ils hurlent. Et je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'avec l'afflux des engagés, il y ait des unités homogènes. De plus, les barricades qui se sont élevées un peu anarchiquement doivent être repensées et il faut envisager les ravitaillements de la cité. Le commandant Lefort envoie un courrier en direction des lignes américaines qui se trouvent du côté de la Tour du Pin. Un émissaire part à Grenoble pour prendre contact avec le 5e bataillon FTP-MOI. Enfin, Lucien, le responsable des FTP-MOI du Rhône, est envoyé au maquis de la Croix-du-Banc, dont on attend une aide rapide. Lucien arrive au maquis comme émissaire pour nous indiquer que les copains se battent à Villeurbanne. Ronan, commandant du maquis, donne des directives de se préparer et il choisit comme itinéraire la demi-lune. Dès le premier soir, nous avons un accrochage très sérieux avec un blindé qui descend dans le cours Émile Zola. J'avais placé mes hommes dans les étages, au-dessus d'un rebord, derrière une pissotière.
Quand le char arrive, mes hommes tirent avec le matériel, l'armement que nous avons. Et quand le char est passé, nous descendons, je cherche et je trouve un de mes hommes tué et un autre qui est blessé. Tout au long de la journée, les Allemands ont tenté des incursions avec des blindés légers. Mais ils n'insistent pas et rebroussent chemin dès qu'ils sentent une résistance. Cours Émile Zola, cours Tolstoï, rue du 4 août, cours de la République, rue Jean Jaurès, avenue Félix Faure, cours Lafayette. Les rues se couvrent de barricades, pavés arrachés, arbres, ferrailles, voitures et vieux meubles renversés. Dans la joie, les rires et les applaudissements. Dehors, c'est une bonne atmosphère de fête. Il y a le pinard circule assez librement. Il y a de la musique. Et ce qui est surtout remarquable, ce sont de tout jeunes gens, des adolescents, qui commandent avec des anciens combattants qui ont fait la guerre de 14-18. La mission de Simone et la mienne sont d'inspecter les barricades. Tout autour de Villeurbanne, du centre, s'est constitué un certain nombre de barrages sur lesquels il y a une foule énorme. Des vieux, des jeunes, des femmes, des enfants. On a l'impression de se trouver en 89. Ils sont armés de vieux fusils, de matériel de chasse. Et notre mission est non seulement de voir ce qu'ils font, mais également de leur conseiller la prudence, parce que si ces barrages peuvent éventuellement gêner la circulation, ce n'est pas leurs armes qui vont faire reculer les tanks. Ici, c'est une pagaille, chacun vient aux ordres, chacun vient demander les renseignements les plus bizarres qui soient. Tantôt, c'est un mort qu'il faut enterrer sur les lignes allemandes, et tantôt, c'est un hôpital qui n'a plus de médicaments. Les tâches sont multiples, nous avons un tas de problèmes qui se posent et qu'il faut régler très rapidement. Vers 4 heures de l'après-midi, à Cusset, je vois déboucher un Boche à vélo. Témoignage du combattant Fanfan. Je tire et je lui crève sa roue arrière. Il s'enfuit et pendant 500 mètres, c'est une course effrénée. Il réussit à prendre un vélo à une baigneuse sur le bord du canal de Jonage et s'enfuit sur le boulevard de Ceinture. Vers 7 heures du soir, alerte. Nous partons à l'attaque de 3 voitures blindées. Un Boche est tué, 2 prisonniers sont ramenés au gratte-ciel. Nous avons un tué, 2 blessés et nous récupérons des armes. 25 août, 10 heures. Je me rends au gratte-ciel. Témoignage du chef de groupe Bornet. Une voiture ambulance ramène 5 camarades tués. Je vais au dépôt mortuaire et aide à faire leur toilette. J'ai une trentaine d'hommes sous mes ordres. J'ai reçu comme directive de soutenir partout où ça peut se battre. On m'appelle, je vais dans des endroits où on combat, où il y a des coups de feu, et on soutient les copains qui sont là, et nous nous battons pendant toute la journée. Quand la nuit arrive, nous essayons de venir nous reposer un petit peu sur la terrasse de l'hôtel de ville, mais on nous appelle et nous repartons. Alors la fatigue est très grande et les combats continuent tout le temps. On n'a pas une minute vraiment pour respirer. Vers 4h30 du matin, les habitants de la place de la Bascule sont réveillés par le bruit de blindés qui se mettent en batterie et commencent à tirer au canon. Les habitants des appartements voisins qui tentent de fuir sont mitraillés. On relèvera 8 morts et 3 blessés. Ce matin du 26, bien que l'atmosphère s'est un peu assombrie, on reçoit des bombes de l'artillerie allemande, on décide d'étendre l'insurrection. 3 colonnes sont constituées sous les ordres de Serge, de Gaby et de Jacot. Ils doivent gagner les quartiers lyonnais de Montchat, Montplaisir ainsi que Vénissieux. J'avais derrière moi plus de 100 garçons et filles, jeunes en général, composés des groupes de combat juifs, des milices patriotiques et de tous les jeunes qui avaient rejoint l'insurrection de Villeurbanne. Partout où nous passions, il y avait des hurrahs, vive la France, vive les jeunes, allez-y. Quand nous sommes arrivés à cet angle-là, les gens sont descendus de cet immeuble, des immeubles à côté, et il y avait plein de monde autour de moi. Alors j'aurais demandé de descendre leurs matelas, leurs vieilles choses, et ils m'ont dressé une belle barricade, mais vraiment une grande barricade. Mais malheureusement, je n'ai pas pu laisser d'hommes derrière cette barricade pour la défendre, parce que nous n'avions pas assez d'armes. Et puis nous avons repris notre route vers Vénissieux. Dans une ambiance extraordinaire, dans l'après-midi, le maquis se dirige sur la demi-lune. Nos copains sont juchés sur des camions
il chante le chant du départ. Mais arrivé à la demi-lune, nous nous heurtons à un barrage allemand. En arrivant, j'investis l'usine du fer à cheval. J'y installe mon poste de commandement. J'envoie tous mes gars en patrouille. Je défends la rue dans laquelle est installée. À un moment donné, je vois arriver une patrouille d'Allemands. Nous tirons, nous les repoussons, ils s'enfuient. L'après-midi, nous sommes envoyés vers les barricades parce que nous avons appris que les Villeurbanais les démontent à la suite des menaces allemandes. J'arrive et je leur dis, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous vous dégonflez? Paris est libéré, les armées alliées avancent, c'est nous ici qui allons faire nous dégonfler, alors quoi? Ayez un peu de confiance. Ici, il y a quelques obus qui éclatent, c'est pas si grave que ça. Planquez-vous, mais gardez les barricades en place. Nous avons à peine commencé la construction de la barricade, 3 tanks surgissent, derrière chaque tank, 2 soldats allemands avec des fusils. Que faire? Rempli. J'entre dans la rue, je cherche un endroit où nous avons un passage vers les jardins. Là, je trouve un passage, j'oblige tout le monde à aller le plus rapidement possible parce que les tanks commencent à tirer. Un combat va s'engager avec les SS et les SS qui va durer toute l'après-midi. Notre camarade Félix, l'adjoindrement, est tué sur place. Là, ça commence à tirer de telle manière, quelques camarades tombent parce qu'ils ne se sont pas couchés suffisamment. Nous nous écrasons presque le nez sur le sol. Tous ceux qui essayent de se lever sont fauchés ici. Je lance une grenade, mes hommes tirent, ça pète de partout. Et puis le char passe et je dis aux gars qui étaient avec moi, on se replie parce que nous ne pouvons pas tenir avec les armements que nous avons. Devant l'impossibilité donc de percer ce bouchon d'Allemands, de SS, Roman donne comme directive de se replier sur Sainte-Consorce. Et puis quelques heures après, je reviens pour leur dire, il faut démonter. Le commandement a décidé de nous replier. Les Allemands ont commis des exactions un peu partout. Il faut arrêter. Nous partons par derrière, nous arrivons dans les jardins ouvriers dans lesquels nous nous cachons. Nous restons là, il commence à pleuvoir, il pleut toute la nuit, et nous attendons le petit matin pour voir clair. Et à ce moment-là, eh ben, il n'y a pas autre chose à faire, nous nous replions sur Lyon. J'étais très très fatigué. Je n'avais pas dormi depuis plusieurs nuits et j'étais saisi par un découragement, un sentiment d'abandon. Les copains qu'on attendait ne sont pas venus. On s'est battu seul et on n'a pas réussi à maintenir l'ennemi. Certes, l'insurrection de Villeurbanne n'est pas victorieuse. Cela dit, la nouvelle de ce soulèvement a eu un effet psychologique très important. Cette insurrection, si elle n'a pas déclenché la marche convergente des maquis sur la ville de Lyon, décidée auparavant, l'a de toute évidence accélérée et a permis à la capitale de la résistance d'être libre dès le 3 septembre 1944. Mes camarades ont été confrontés à des situations fortes, extraordinaires. Ils ont connu aussi la joie d'être fêtés, d'être entourés, d'être acclamés par une population qui avait envie d'eux, envie de les voir, envie de les toucher, envie de les sentir. Une population qui s'est donné le droit de se proclamer libre de par sa propre action et sa propre volonté. Nous avons eu trop de bons copains avec qui nous étions battus auparavant qui sont tombés. Ça ne peut pas être un bon souvenir à cause des morts. Mais autrement, c'était quand même un moment exaltant parce que nous sentions qu'au bout de cela, il y avait la liberté qui nous attendait. Et puis cette action que nous avons menée, enfin que mes copains ont menée, on fait un peu de nous les dépositaires de l'honneur de la ville de Villeurbanne. C'est pas trop mal quand même, quoi. J'ai le sentiment non pas d'être un grand homme, mais le petit juif polonais que je suis, qui est venu dans ce pays, qui lui a offert l'hospitalité, eh bien, j'ai l'impression d'avoir payé en partie ma dette.